Ce diaporama fait suite à la conférence présentée le 8 octobre dernier à l'Université Bretagne Sud à Vannes sur la valorisation de l'eau des algues marines. Nous allons ici apporter quelques compléments d'information pour mieux comprendre le rôle de l'eau dans le vivant sous l'éclairage de la physique moderne, qu'on appelle aussi électrodynamique quantique. D'après certains scientifiques, l'eau constitue une interface entre l'énergie et la matière. Ce qui signifie, comme l'explique Marc-Henri, professeur de physique quantique et spécialiste de l'eau à l'Université de Strasbourg, que l'eau constitue un vecteur d'information biologique via la formation de domaines de cohérence. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour essayer d'exposer le plus simplement possible les choses, et par conséquent de manière quelque peu réductrice, disons que l'information provient du champ des probabilités, qu'on appelle aussi vide quantique. Cette information constitue une fonction d'onde génératrice de champs électromagnétiques. Et l'eau réagit aux différentes fréquences vibratoires des ondes électromagnétiques en entrant en résonance pour certaines d'entre elles. Pour comprendre le phénomène de résonance, voici une courte vidéo extraite d'un documentaire diffusé sur la chaîne Arte. On voit que l'eau, à certaines fréquences déterminées, adopte des formes caractéristiques, pouvant même parfois faire penser à un organisme vivant, une bactérie ou une amibe par exemple. D'où l'idée, quelque peu spéculative mais non dénuée de sens, que les principes d'ordonnancement de ces champs vibratoires en interaction seraient considérés comme des plans, des matrices pour les processus de formation de la matière. Mais ne nous égarons pas et revenons à la physique classique avec Albert Einstein. Il avait déjà établi le lien entre énergie et matière dans le cadre de ses travaux sur la relativité restreinte, où apparaît pour la première fois la désormais célébrissime formule E égale mc². Ensuite, dans le domaine de l'infiniment petit, la physique quantique a confirmé que matière et énergie sont reliées entre elles. En effet, la loi de Max Planck, ΔE égale h nu, exprime le fait que lorsqu'un électron d'un atome de matière change d'orbital, il émet un photon, un quantum d'énergie, qui correspond à une fréquence de résonance spécifique. Louis de Broglie est même allé encore plus loin avec son équation lambda égale h sur mv, qui signifie que la matière est de l'énergie en mouvement caractérisée par sa fréquence vibratoire. Alors, au regard de ces résultats des plus grands physiciens du XXe siècle, nous n'avons à présent guère d'autre choix que de faire évoluer notre approche classique du vivant, c'est-à-dire chimique et moléculaire, vers une vision plus moderne, c'est-à-dire faisant appel à la physique subatomique et l'électromagnétisme. Quelques spécialistes affirment depuis longtemps que l'eau est composée de deux liquides. Mais c'est une équipe internationale de chercheurs qui a confirmé récemment, en 2017, par diffraction des rayons X au synchroton allemand de Hambourg, qu'il existe bel et bien une eau de haute densité, HDW, et une eau de basse densité, LDW. L'eau LDW est celle qu'on retrouve aux interfaces, et elle est comparable à un gel électronégativement chargé. Elle a été nommée zone d'exclusion par le professeur Pollack de l'Université de Washington, mais elle est également connue sous d'autres appellations, comme par exemple eau morphogénique
ou eau d'hydratation. Pour notre part, nous choisissons de rester sur la dénomination d'eau interfaciale. D'après la littérature disponible, cette eau interfaciale semble dotée de propriétés très particulières, différentes de l'eau liquide, glace ou vapeur. D'où la question légitime, un quatrième état de l'eau existe-t-il? Afin d'apporter notre réponse personnelle à cette question essentielle, nous avons décidé de mettre en place une série d'essais expérimentaux visant à valider l'existence de la zone d'exclusion et aussi à comprendre l'organisation structurale des molécules d'eau interfaciales. Nos premiers tests ont consisté à mettre en contact un matériau hydrophile, le naphion, avec une suspension aqueuse d'argile. Et nous avons observé au microscope à contraste de phase la zone interfaciale. On voit sur la photographie de gauche une zone plus claire à la surface du matériau, où les colloïdes d'argile sont repoussés, ce qui correspondrait bien à la zone d'exclusion décrite par Pollack. Nous avons ensuite exposé, pendant quelques heures, l'échantillon à un rayonnement de type infrarouge. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Nous avons observé une expansion de la zone d'exclusion atteignant environ 150 micromètres d'épaisseur. Donc, si les molécules d'eau s'organisent de manière ordonnée dans la zone d'exclusion, comme le prétend Pollack, un apport d'énergie est nécessaire. Et c'est effectivement ce que semble indiquer notre expérience. La deuxième étape pour nous a été de rechercher les preuves de cette éventuelle organisation des molécules d'eau à l'interface entre le naphion et l'eau. Pour cela, nous avons utilisé un outil analytique, la spectrométrie de fluorescence. En quelques mots, le principe de la technique consiste à exciter les molécules d'eau à la surface du naphion à une certaine longueur d'onde, puis à mesurer l'énergie émise sous forme de fluorescence. Voici nos principaux résultats concernant le spectre Raman de la zone d'exclusion. Sur le graphe de gauche, le spectre noir correspond à celui d'une eau ultra pure. Le spectre rouge correspond à celui de la même eau mise au contact du naphion. On constate alors une différence significative et visible sur le diagramme. Ensuite, on retire le naphion de la cuve échantillon et le spectre de l'eau, représenté en vert, retrouve sa configuration initiale. Cela signifie qu'on peut exclure toute modification d'ordre chimique de la nature de l'eau. Et c'est bien au niveau structural qu'il s'est passé quelque chose. Alors, tentons d'aller plus loin. On sait qu'une molécule d'eau a la forme d'un tétraèdre orbital qui peut présenter jusqu'à 4 liaisons hydrogènes. Il peut ainsi s'établir 0, 1, 2, 3 ou 4 liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau qui possèdent chacune leur signature spectrale. Ces signatures spectrales sont représentées sur la figure de droite qui s'appuie sur les travaux de Jablonski. Il a été le premier à établir le lien entre l'état des liaisons des molécules d'eau, c'est-à-dire les différents états donneurs-accepteurs d'électrons, et l'allure des spectres caractéristiques. En décomposant nos spectres de manière à visualiser, comme Jablonski, les différents états donneurs-accepteurs des molécules d'eau, nous voyons que dans l'eau pure, deux formes principales coexistent.
simple donneur, simple accepteur, DA d'une part, et double donneur, double accepteur, DD/AA d'autre part, avec une légère prédominance de la forme possédant 4 liaisons hydrogènes dans l'eau pure. Ensuite, après contact de cette eau pure avec le naphion, c'est la forme DA qui prend le pas à 55,5% sur la forme DDAA à 45,5%. D'autre part, on remarque un effet hypochrome de 35%. Ce calcul il a été obtenu en comparant les aires sous les courbes avant et après contact avec le naphion. Alors passons maintenant à l'interprétation de ces résultats en termes d'organisation moléculaire. Tout d'abord, l'hypochromicité peut traduire un effet de stacking, c'est-à-dire un empilement des couches de molécules d'eau. Ensuite, il y a aussi un décalage qui est nécessaire pour les couches superposées, ceci à cause de l'encombrement stérique. Et enfin, l'augmentation de la proportion de la forme DA dans l'eau interfaciale signifie que les molécules d'eau seraient plus impliquées dans des chaînes ou dans des cycles. Sans doute des cycles à 5 ou 6 molécules, car ils font partie des configurations les plus stables. Donc, dans une première approche, nous pouvons affirmer que l'organisation des molécules d'eau interfaciales en structure nid d'abeille, telle que décrite par Pollack, est une hypothèse intéressante. Mais je précise tout de suite qu'il s'agit, à mon avis, plus d'un réseau ou d'une relation dynamique des molécules d'eau entre elles par l'intermédiaire des liaisons hydrogènes que d'une véritable structure au sens statique du terme. Et c'est ce qu'on va justifier avec la diapositive suivante. Edwin Hart, dès 1963, a mis en évidence l'existence d'électrons hydratés. Ce sont des structures hexamériques à 6 molécules d'eau qui apparaissent sous l'effet d'une énergie lumineuse. Alors ici, je fais un aparté, car je vous rappelle que je vous ai montré dans une diapo précédente que nous avons observé à notre laboratoire une progression de la zone d'exclusion sous l'effet des infrarouges. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec les électrons hydratés qui apparaissent avec la lumière? Peut-être. En tout cas, la question reste ouverte. Mais de toute façon, ces structures sont très éphémères en raison de la durée extrêmement brève des liaisons hydrogènes, une picoseconde. Et si les molécules d'eau s'assemblent pour former des structures cristallines appelées clusters, il ne peut s'agir que d'une structure comparable à une sorte de cristal liquide vibrant à une fréquence très élevée. Alors les clusters, qu'est-ce que c'est? D'après un phénomène encore très mal compris, ce seraient des assemblages de molécules d'eau pouvant même former des sortes de cages, un peu à la manière des clatrates dans la glace. D'autre part, si on compare la structure de ces clusters à celle du silicium ou des fullerènes, matériaux supports de stockage d'informations numériques, on constate de fortes similitudes. D'où le raccourci sans doute un peu trop hâtif de certains, qui ont prétendu que la structure de l'eau permettrait de stocker de l'information sous forme d'une empreinte magnétique. Et c'est ce qui a enclenché une polémique sur le sujet. Pourtant, le débat, à mon sens, il a été définitivement clos.
avec une étude parue dans Nature en 2005. Elle montre, au moyen de la spectroscopie laser ultra rapide, 10 puissance moins 15 secondes, soit beaucoup plus rapide que la liaison hydrogène, 10 puissance moins 12 secondes, que l'eau ne peut garder aucune mémoire sous forme d'une empreinte magnétique, en raison justement de la durée de vie ultra courte de la liaison hydrogène. En revanche, et c'est là un point capital, cette étude exprime le fait qu'il existe une redistribution d'énergie dans le réseau des liaisons hydrogènes. Donc, on est en droit de penser, et c'est l'hypothèse scientifique la plus fiable actuellement, que l'eau interfaciale peut théoriquement être un vecteur de transmission de l'information. Quelle est la différence entre stockage et transmission d'informations? On retrouve ici, sous un éclairage aquatique, si l'on peut dire, la dualité onde-particule chère à la mécanique quantique, avec d'un côté le stockage, qui est une information figée, attachée à un ensemble bien défini de molécules ou de quanta. Dans ce cas, la structure est incohérente avec un comportement individuel des éléments qui la constituent, comme par exemple le mouvement brownien aléatoire des particules. C'est ce type de structure qui permet le stockage d'informations au sens du mathématicien Shannon dans les mémoires d'ordinateur. Dans le cas d'une transmission d'informations, cette fois, la structure est cohérente, avec un comportement collectif des individus, avec un aspect ondulatoire, comme on peut l'observer dans la nature dans un banc de poissons. Même chose dans le cas d'un laser qui est une onde de lumière cohérente. Et c'est de là que vient le terme waser, combinaison de water et de laser, qui est utilisé parfois pour désigner l'organisation des molécules d'eau interfaciales en domaine de cohérence. Pour terminer, je constate que de nombreux indices, aussi bien théoriques qu'expérimentaux, y compris les nôtres, convergent vers un agencement dynamique des molécules d'eau interfaciales. Si c'est bien le cas, ce réseau est alors susceptible de permettre une transmission d'informations selon un modèle d'onde élastique tel que celui décrit par Watterson. Dans ce type de modèle, les molécules d'eau se réorientent en permanence lors de l'alternance rupture-formation des liaisons hydrogènes à fréquence très élevée. Cela permet le transfert de phonons, c'est-à-dire d'une énergie vibratoire, sans déplacement de matière. Voici une animation qui permet d'illustrer comment s'effectue le transfert d'une information, c'est-à-dire ici une onde de choc dans cet exemple, d'un bout à l'autre du pendule de Newton sans déplacement physique des billes. Alors, tout cela est très intéressant, me direz-vous. Les modèles théoriques semblent pertinents et les billes qui s'entrechoquent sont des illustrations pédagogiques. Mais la seule preuve qui compte pour valider un concept, c'est effectivement l'expérience. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est une expérience non plus avec les billes du pendule de Newton, mais une expérience concrète sur les molécules d'eau. Eh bien, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Cette expérience, elle existe.
Dans la thèse de François-Xavier Couder, qui a utilisé une technique de mesure ultrasensible, spectrolaser, avec un point toutes les 50 femtosecondes, il a pu observer la trajectoire d'un électron hydraté en milieu confiné, c'est-à-dire dans l'eau interfaciale. On est ici dans l'observation directe. Et ceci constitue évidemment une preuve de très grande importance en faveur de la théorie de la transmission d'informations biologiques par les domaines de cohérence de l'eau. Voilà. Je vous rappelle que ce diaporama fait suite à notre conférence du 8 octobre sur l'eau des algues marines. Et donc, pour refaire le lien avec l'eau des algues et en guise de conclusion, je dirais que l'eau cellulaire extraite des algues marines est une eau contenant une abondante variété de colloïdes minéraux et organiques autour desquels s'organise l'eau interfaciale. Étant donné les propriétés de cette eau interfaciale dont nous venons de parler à l'instant, on peut imaginer des prolongements dans de nombreux secteurs. Et en ce qui nous concerne, on peut déjà mieux comprendre les effets bénéfiques sur la santé et le bien-être des produits contenant des colloïdes marins. Ces bénéfices seront accrus par tous les procédés favorisant l'eau interfaciale, que ce soit l'interface solide-liquide avec les colloïdes, l'interface gaz-liquide avec les nanobulles ou les brumisations, l'interface liquide-liquide avec les émulsions ou les eaux micellaires. Et où cela nous mène-t-il en termes d'application directe pour la valorisation des algues? L'idée que je propose s'inspire de produits déjà commercialisés. Pour ne citer que les principaux, le sérum de Quinton, les fleurs de Bach, les sels de Schussler, les eaux micellaires marines, les gels aux nanobulles d'ozone ou les brumisations, comme les mistes asiatiques très à la mode en ce moment. Et en rassemblant le meilleur de tous ces produits, plus ou moins à base d'eau interfaciale, nous avons abouti au concept innovant d'extrait cellulaire actif d'algues enrichis en colloïdes. Et donc, peut-être verrons-nous un jour apparaître sur le marché l'élixir algal ultra-colloïdal, de son petit nom EAU, cela va sans dire.